Radio Imo, en fait non, je m'excuse, Radio CoPro. Radio CoPro, vous êtes en direct sur condolégal.com, sur le compte Facebook de condolégal.com. Je ne sais pas si on est en direct encore, mais ça ne devrait pas tarder. Ça devrait être bientôt. Sinon, nous sommes déjà en direct, mais je ne le vois pas encore. Ça devrait se faire très bientôt. Plus que quelques secondes, j'imagine. Il s'agit de voir maintenant si nous sommes en direct sur condolégal.com. Il semble que oui. Il semble que ça y est. Maintenant, nous sommes en direct sur condolégal.com. Radio CoPro. Alors, nous en sommes à la 3e émission en autant de semaines. Et cette semaine, nous allons discuter des troubles de voisinage causés par le coronavirus avec nos 3 invités que je vous présente immédiatement. Nathalie Curé, gestionnaire chez Gestion DMNC, David Ménassé, gestionnaire chez Propri Gestion, et Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Donc, j'invite ces 3 personnes à prendre part à cette émission qui commence dès maintenant. Et je vous rappelle que vous pouvez revoir ces émissions en rediffusion sur condolégal.com et également, vous pouvez consulter le bulletin hebdomadaire qui est produit, donc, comme je l'indique, chaque semaine et qui permet d'en savoir énormément sur le coronavirus, toutes les questions que vous vous posez, les questions d'ordre légal, d'assemblée, de copropriétaires, de frais de condo et autres. Donc, nous commençons immédiatement. La première question, je l'adresse à David Ménassé. En cette période de crise, les gestionnaires de copropriété, en fait, ne sont pas là pour jouer à la police, ne sont pas des policiers, mais comment vous définiriez votre rôle par les temps qui courent, David Ménassé? Eh bien, oui, c'est sûr que la gestion au quotidien elle change, elle s'adapte. On a effectivement moins de gestion de travaux, mais une beaucoup plus grande gestion de la communauté, du vivre ensemble, et tous les corollaires liés au coronavirus, qu'ils soient au niveau sanitaire, au niveau de la logistique, au niveau des livraisons, au niveau des questionnements, des confinements. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus une gestion communautaire. La gestion courante continue évidemment, mais c'est une gestion, je veux dire, il y a beaucoup d'interventions personnelles avec des gens qui posent des questions personnelles et puis qui ont des plaintes sur ce qu'ils ne voyaient pas à un autre moment quand ils travaillaient en réalité. Par exemple, si une génératrice démarre tous les mercredis à midi pendant 20 minutes, les gens ne l'ont jamais su pendant des années, puis là, ils le découvrent. Ils pensent qu'il y a un gros problème. Donc, étant présent, ils découvrent des choses, et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils découvrent, alors qu'ils ne les voyaient pas en travaillant. Voilà. Oui, vous me disiez effectivement que les personnes qui vivent au quotidien, 24 heures sur 24, confinées chez eux, entendent des bruits qu'ils n'entendaient pas avant. Oui, là, c'est vrai. Quand un propriétaire est absent et que son chien aboie, le bâtiment est vide généralement. Il y a peu de gens qui se plaignent. Mais quand un propriétaire va travailler, que son chien est présent, aboie, tous les autres l'entendent. Quand le drain de toit coule, les gens ne l'entendaient pas, ils l'entendent. Il y a beaucoup plus de livraisons, il y a beaucoup plus de déchets. Beaucoup de choses changent. Les gens se plaignent de chaises qui glissent au cours d'eau du dessus. Ce qui était perceptible et tolérable la fin de semaine et le soir devient invivable, surtout que les gens travaillent, font du télétravail. Donc, certains se mettent dehors sur leur balcon pour travailler, pour faire une activité à distance et ne tolèrent pas le bruit de la rue, ne tolèrent pas le bruit du voisin qui va téléphoner sur le balcon d'à côté. Donc, c'est vraiment… les voitures ne quittent pas le stationnement, donc les plaintes, c'est le voisin, sa voiture est mal garée, alors que ça n'arrivait jamais avant. C'est vraiment cette promiscuité et de ce qui est toléré la fin de semaine ne l'est plus en semaine quand les gens travaillent. Nathalie Curé, pourriez-vous nous faire un bref résumé, à l'instar de David Ménassé, de ce qui se passe dans vos immeubles? Est-ce que le scénario est sensiblement le même? Sensiblement, effectivement, les gens il y en a beaucoup qui coopèrent avec les procédures qui sont mises en place, mais on en a également qui sont très récalcitrants, qui ne comprennent pas le pourquoi de la fermeture de certaines salles polyvalentes ou communes.
nous posent des questions à savoir pourquoi on a pris cette décision-là. Puis, c'est ça, on les invite à consulter, à écouter les nouvelles, dans le fond, là, parce que j'ai eu des gens qui m'ont demandé, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous allez faire vos exercices chez vous. Donc, effectivement, les gens se questionnent pourquoi on pouvait faire ces choses-là, puis là, on ne peut pas les faire. On a juste à expliquer la propagation qui peut être effectuée par des non-contacts, comme les appareils d'exercice, s'ils sont contaminés, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui les touche, si ça n'a pas été bien nettoyé, ou des choses comme ça, ou un échange de livres dans les salles communautaires, parce que dans un de mes immeubles, on a comme une librairie, si vous voulez. Puis, ben c'est ça, ben là, on ne peut plus aller chercher des livres pour faire de la lecture. C'était pas très... Ouais. C'est pas très rigolo, disons. Là. En fait, Maître Papineau, là-dessus, en copropriété, normalement, en temps normal, les droits collectifs doivent avoir préséance sur les droits individuels. On en a une preuve concrète avec le coronavirus, n'est-ce pas? Effectivement, on doit faire attention. Tout le monde doit faire attention. Le but des mesures du gouvernement partout dans le monde, c'est d'éviter la propagation. Donc, on doit s'assurer qu'on évite la propagation, qu'on fait attention aux voisins, qu'on fait attention aux choses que l'on touche ou, comme disaient les deux gestionnaires, on ne peut plus effectivement aller dans les espaces communs d'activité pour éviter cette propagation-là. Oui. Alors, la question suivante, Nathalie Curé s'adresse à vous, la question suivante. En pré-entrevue au téléphone il y a quelques jours, vous m'avez dit être intervenu dans un immeuble suite à la plainte d'un occupant qui se plaignait, qui exprimait des doléances à l'égard d'une personne qui se balade dans les parties communes en toute impunité. Et je pense que c'est allé jusqu'à appeler la police, là. Oui, tout à fait. Vendredi, on a eu la directive de la santé publique de faire installer dans tous les immeubles majeurs, là, les gros immeubles, de faire installer des affiches gouvernementales qui expliquent clairement les procédures et le confinement, la responsabilité des gens de ne pas être plus qu'une personne dans l'ascenseur, à moins d'être de la même famille, bien entendu. Et surtout, dans la période de Pâques, de ne pas recevoir de visiteurs. Donc, ça, c'est le vendredi que je suis allée. Ça faisait déjà 3 semaines qu'on avait des affiches à l'intérieur de nos immeubles, sauf que là, ça rendait la chose vraiment officielle. Et puis, ça a été demandé par la santé publique. Donc, j'ai dit, ben, c'est quoi la différence entre ce qu'on avait préalablement fait et ça? Ben là, ça rendait le processus légal. Alors, là, on m'a expliqué que s'il y avait des gens qui contrevenaient à ça, ben, qu'on devait appeler la police. Alors, le samedi, j'ai reçu un appel d'un copropriétaire qui me disait qu'il y avait un individu, excusez, qui était à recevoir de la visite chez lui pour la fête de Pâques. Alors, j'ai appelé la police, je leur ai demandé, je dis, bon, c'est la première fois que j'appelle quelqu'un pour une intervention, comment on procède? Alors, ben, on m'a expliqué que j'avais juste à appeler puis faire la demande, alors c'est ce que j'ai fait. Puis, les policiers sont intervenus dans le dossier. Donc, grosso modo, le problème, c'est résolu? Ben, dans le sens que la personne qui était en visite a reçu une contravention de 1 000 $ pour s'être présenté dans un endroit où est-ce qu'il n'était pas soit locataire ou propriétaire. Maître Papineau, qu'est-ce que vous dites de ça? Écoutez, c'est la directive de la santé publique, alors on ne peut pas être contre ça. C'est la loi et en plus, écoutez, c'est pas le petit volet légal, là, mais je le disais tantôt, puis on le répète à chaque émission, il faut éviter la propagation, donc pas de visite. Et je trouve que 1 000 $, c'est peut-être beaucoup. J'espère que la visite en valait la peine,
mais c'est peut-être la seule façon de faire comprendre aux gens de respecter les directives. Bon, justement, on est un peu dans un climat d'indiscipline à cet égard, au regard de ce que Nathalie vient de nous dire. David, vous me disiez également que dans les copropriétés que vous gérez, on assiste, on voit un climat d'indiscipline. Hein? Pourriez-vous nous en dire un peu plus? En fait, oui et non, c'est très, très peu, mais c'est important. Les gens sont très, très majoritairement respectueux. Là, on vient d'avoir des plaintes d'un propriétaire qui fait des travaux chez lui. On est en train de vérifier si c'est lui qui les fait ou s'il a pris une compagnie. Mais connaissant le propriétaire qui était déjà un peu indiscipliné avant le Covid, il ne s'est pas amélioré. Donc, a priori, il fait travailler des gens pas autorisés. Dès qu'on a la preuve, on va appeler la police tout de suite. On va même le menacer d'amende, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en parallèle des considérations, je dirais, légales, la déclaration, les règles, il y a un aspect sanitaire et tout le monde préfère être un petit peu trop alarmiste qu'un petit peu moins, à choisir par sécurité. Donc oui, il y a ça. Il y a des propriétaires qui effectivement envoient des plaintes parce qu'il y a des voisins de l'autre côté du bâtiment qui sont 3, 4, 5 sur le balcon. Je n'ai pas encore appelé la police, mais je sais que beaucoup d'administrateurs l'ont déjà fait par eux-mêmes au sein des copropriétés. Je n'ai pas encore eu le retour, mais je dirais que c'est peut-être 6 ou 7 fois. Mais on ne parle que de ça, parce qu'après, je ne dirais pas la psychose, mais ça se publicise, ça se sait. Et puis, quand la police vient une fois, ça a toujours valeur d'avertissement pour la communauté. C'est toujours pareil, quand on tape une fois sur le doigt de quelqu'un, ça se sait, ça se propage. Mais en général, l'immense majorité est très respectueuse. Dès le début, on a envoyé beaucoup de communications, soit aux administrateurs, soit à tous les copropriétaires. On a envoyé des rappels gouvernementaux, des instructions, des notes, et on a aussi envoyé au gestionnaire une invitation en disant si vous avez besoin d'aide, si vous n'avez pas de quelqu'un pour vous livrer ou vous êtes en quarantaine ou écrivez-nous, on va s'arranger avec les administrateurs pour vous faire livrer, monter vos courses. Mais on a tout fait pour que les gens se disent on a quelqu'un qui va répondre à nos questions, quelles qu'elles soient. Mais l'indiscipline, en tant que telle, on ne l'a pas plus que ça. Est-ce qu'on est d'accord, sans vouloir faire de publicité gratuite pour les gestionnaires de copropriété, pour dire que tout de même, en période de crise du coronavirus, un gestionnaire de copropriété compétent a toute sa place? Est-ce que c'est vrai, Nathalie? Qu'est-ce que vous en dites? Vous allez me dire oui, sûrement, mais encore. Oui. Je ne prêche pas pour ma paroisse parce que j'aurais l'air prétentieuse, là, mais effectivement, je crois que les notes que j'ai mises, que j'ai préalablement installées dans les immeubles je les fais 3 semaines avant qu'on les reçoive par la santé publique. Donc, en ce sens, je pourrais dire qu'effectivement, ça a été bénéficiaire pour faire respecter certaines directives dans les immeubles. C'est sûr qu'on a toujours des copropriétaires qui sont très réfractaires puis qui se disent assez matures pour prendre la décision de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire chez eux. Puis, c'est une infime partie de gens là, qui les autres coopèrent grandement. Mais c'est sûr qu'il y ait un bon gestionnaire ou qu'il n'y en ait pas, dans le fond, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que les gens doivent utiliser le gros bon sens, puis qui se conforment à ce qui doit être fait. Ouais. Maître Papineau, la période des déménagements approche. Hein? Ça va être associé à la fièvre du printemps. Fièvre, c'est un mauvais jeu de mots, la fièvre du printemps. Premièrement, Maître Papineau, 2 questions en une. Est-ce que les déménagements sont permis jusqu'à la fin de la consigne? Je crois que c'est le 13 avril. Et la deuxième question, Maître Papineau, dans un règlement de l'immeuble, chaque syndicat peut adapter les clauses à sa propre réalité. Quelles sont les règles d'or en matière de règlement concernant les déménagements dans un immeuble? Première question. Alors, écoutez,
La réponse est oui, le gouvernement a prévu que c'est un service essentiel, donc les déménageurs ont le droit d'exercer leur travail. Les règlements des syndicats, ben écoutez, la norme, c'est qu'il y a des heures, il y a des avis à donner, on ne déménage pas quand on veut à minuit le soir ou dimanche matin. Alors, il y a des normes, il y a des règles, souvent il y a des frais parce qu'il doit y avoir de la surveillance. On doit aussi souvent protéger les ascenseurs. Je dis souvent, ça devrait être tout le temps, protéger les ascenseurs. Alors, ça prend quelqu'un qu'il faut payer pour qu'il puisse aller faire ces travaux-là. Alors, les normes, les règles sont sensiblement les mêmes partout. On doit aviser d'avance, on doit réserver l'ascenseur, on doit quitter les frais, on doit respecter l'horaire qu'on a demandé parce que s'il y a 2 déménagements la même journée, il faut que les 2 puissent s'exécuter. Alors, oui, le syndicat a le droit d'édicter des règles, mais comme je vous dis, sont pas mal toutes similaires. David, une avocate m'a dit dans le passé que des copropriétaires, de nouveaux arrivants, s'étaient pointés chez eux avec le camion, le déménageur et tout, mais que, étant donné que le syndicat n'avait pas été prévenu de leur arrivée, on leur a dit non, vous n'entrez pas dans l'immeuble. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, absolument. Absolument. Pas par plaisir, pas pour le plaisir d'embêter les gens, mais parce qu'effectivement, comme disait Maître Papineau, la logistique n'y était pas, le concierge n'était pas visé, il n'y avait pas de protection. En plus, il accédait par la mauvaise entrée. Donc, oui, dans des cas particuliers, on doit. Alors, si on peut s'adapter tout de suite en temps réel, avec les frais, la protection, c'est envisageable. Mais si c'est infaisable, s'il y a un manquement flagrant et que ça ne fonctionne pas, que par exemple, il y a un ascenseur, on ne peut pas le bloquer. S'il y en a 2, ben, le concierge n'est pas là. Donc, oui, on peut refuser c'est rare, mais ça peut arriver. Et qu'arrive-t-il si le copropriétaire est un investisseur qui vit à l'étranger et qu'on n'a pas ses coordonnées? Ça peut complexifier le problème. C'est comme les accidents d'avion, c'est plusieurs causes additionnées qui créent un problème. En général, ce cas-là est arrivé avec des gens qui étaient sur place avec leur camion. Donc, mais c'est sûr que c'est un événement rare. Le fait d'avoir un investisseur sans référence, c'est rare aussi. Donc, statistiquement et mathématiquement, ce cas-là, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu le cas qu'on a cité, mais les propriétaires étaient présents avec leur voiture, ils étaient physiquement là. Donc, les 2 ensemble, ça serait statistiquement très peu probable, mais c'est possible. Nathalie, on parlait de la fièvre du printemps tout à l'heure. Est-ce qu'on peut craindre, je pose la question à Nathalie, ensuite je la pose à Maître Papineau et à David, est-ce qu'on peut craindre des débordements d'enthousiasme et craignant ces débordements, est-ce que d'ores et déjà, les syndicats devraient prendre des mesures pour éviter cette situation où on pourrait perdre le contrôle? Perdre le contrôle de… C'est-à-dire de gens qui vont se balader dans les parties communes, qui vont aller sur les terrasses, qui vont se regrouper parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud. Parfois, la chaleur nous joue de mauvais tours. Je sais pas David? En fait, c'est que, comme je le dis, là, je suis bien content du fait qu'il ne fasse pas encore très, très chaud. Le froid, là, ça me convient tout à fait. Mais quand ça va se réchauffer, ça va être un peu plus compliqué. Et il restera toujours l'option de prendre un gardien de sécurité. Advenant que dans un bâtiment de certaine taille, on ait une indiscipline, un incivisme avéré, que ce soit ingérable par le gestionnaire, concierge, conseil, on appelle une compagnie, ça coûtera un frais. Et le gros avantage, c'est qu'on va le publiciser à l'avance. Ça veut dire qu'on va dire au propriétaire, attention, puisque quelques-uns parmi vous ne respectent pas les règles, tout le monde paiera pour 8 heures par jour. Et à ce moment-là, tous ceux qui voyaient, qui laissaient faire parce que ça ne leur coûtait rien, vont coopérer en disant effectivement, on va vous aider en s'autodisciplinant. Mais il y a toujours la possibilité de faire venir un gardien de sécurité. OK. Alors, un gardien de sécurité, c'est costaud comme mesure, non? Généralement, c'est quelques jours, ça suffit. C'est assez dissuasif. Et puis, comme je vous dis, quand tout le monde sait que ça coûte à tout le monde un frais supplémentaire, ben, les gens qui passaient sans rien dire vont dire à la personne, reste chez toi, on t'a dit, il y a des règles. Ils s'impliquent parce qu'ils savent qu'ils sont financièrement tenus de payer ce supplément. Alors, l'autre question, c'est
Est-ce que dans vos immeubles, vous avez eu connaissance ou vous savez qu'un ou certains occupants sont atteints du coronavirus? Est-ce que c'est le cas dans vos immeubles? Moi, je n'ai pas ces informations-là. On m'a posé la question déjà. Je n'ai pas les informations en soi. J'ai par contre la liste des gens qui sont revenus de voyage et j'ai également, dans un de mes immeubles, il y a 2 médecins qui sont en ligne de front dans les hôpitaux présentement. Je ne crois pas qu'on nous fournirait ces informations-là légalement. Et de toute façon, si je les avais, je ne serais pas en mesure de les partager parce que je pense que ça fait partie des droits de la vie privée de chaque individu en soi. Justement, oui, David? En fait, quand j'ai communiqué avec tous les propriétaires plusieurs fois, je leur ai dit, je n'ai pas exigé, mais je leur ai dit que c'est très important de nous aviser s'ils étaient en quarantaine ou s'ils étaient infectés. Pas pour la délation, juste pour qu'on puisse s'organiser, les aider. Donc, sous couvert, et c'est vrai, de leur porter assistance, on va savoir qui est confiné pour quarantaine et on en avise le conseil d'administration systématiquement. Si on sait qu'une personne, et je n'ai pas encore de personne qui est infectée par le coronavirus, j'en ai pas, mais si j'en ai, j'aviserai le conseil. Je pense qu'on doit dire à la communauté qu'il y a quelqu'un sans le nommer, et on va optimiser la désinfection, mais on ne stigmatise pas la personne, c'est certain. Mais j'invite tout le monde à nous dire s'ils ont un besoin. Voilà. Maître Papineau, justement, en lien avec ce dont on discute, une internaute nous a posé la question, une internaute qui est administratrice de copropriété, elle est trésorière, elle dit qu'elle a appris qu'une personne dans l'immeuble était atteinte du coronavirus et la personne a appris qu'elle l'avait appris et ça l'a contrarié. Et elle a brandi la Charte des droits et libertés, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. C'est l'article 5, je crois, corrigez-moi si je me trompe, qui dit que les individus ont droit à la vie privée. Est-ce que cette personne craint une éventuelle poursuite à la Commission des droits de la personne? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que ses peurs sont fondées? Je ne vois pas pourquoi. Elle a obtenu une information. Elle ne l'a pas volée, elle ne l'a pas extorquée, elle a eu une information. Ce qui est important, par contre, pour la protection de la vie privée, comme disait David il y a quelques minutes, il ne faudrait pas publiciser le nom, l'adresse et une photo du copropriétaire en question, mais que le conseil d'administration sache qu'il y a des gens atteints dans l'immeuble, c'est important parce que ça va, dans un premier temps, expliquer aux gens la nécessité d'optimiser les travaux, l'hygiène dans l'immeuble, et ça va sûrement dire aux gens, écoutez, faites attention, le virus est plus proche que vous pensez. Vous disiez tantôt, à cause du printemps, les gens ont une drôle de tendance d'oublier, et en copropriété, c'est pareil. Quand le soleil va sortir, les gens vont penser que le virus est parti. Pas certain que le virus est au courant, moi, qu'il faut qu'il s'en aille quand le soleil va sortir. Alors, on le voit au printemps, là, c'est toujours extraordinaire de voir que la première journée de printemps où il fait chaud, tout le monde a l'air d'être en été au mois de juillet, mais malheureusement, le coronavirus, lui, il ne fonctionne pas avec le soleil ni les saisons. Non, le coronavirus ne prend pas congé. Justement, j'ai entendu une question posée par un internaute la semaine dernière. Ce sont des administrateurs encore là. Ils ont une grande terrasse et ils craignent que justement les gens se rassemblent et commencent à se regrouper par dizaines ou à être beaucoup trop proches les uns des autres. Et la personne se pose la question, est-ce qu'on peut interdire l'accès à la terrasse lorsque les rayons de soleil vont réchauffer tout le monde, ou est-ce qu'elles ne peuvent que faire respecter les mesures en termes de distanciation sociale? David, pour commencer. C'est sûr que beaucoup de terrasses sont munies de lecteurs ou de serrures. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut se faire justice et bloquer soi-même les accès? Est-ce qu'il faut réglementer? On est dans une pandémie à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Que si le conseil ferme à clé la terrasse et prive les propriétaires de leur droit de jouissance, je crois qu'ils n'ont pas le droit de le faire, mais
quel est le risque qu'on leur reproche. C'est vraiment important. On parle d'intérêt sanitaire de la communauté. On ne parle pas d'un règlement sur le bruit après 11 heures. C'est quand même je dirais, c'est une portée beaucoup plus lourde qu'un simple règlement à respecter. On parle d'éviter la propagation d'un virus. Donc, si ça devait arriver, si mes conseils me disent, est-ce qu'on peut bloquer l'accès de la puce magnétique aux terrasses, par exemple, je sais que je parlerai toujours à un homme de loi ou femme de loi pour me donner la réponse, mais a priori, exceptionnellement, oui, s'il y a de l'abus avéré et impossible à gérer. Ouais. Maître Papineau, j'aimerais que les auditeurs vous réentendent là-dessus. Vous disiez récemment que vaut mieux être un peu plus strict, quitte à susciter du ressentiment, pour que rien de fâcheux ne se passe dans un immeuble, parce qu'une fois le coronavirus passé, les gens seront beaucoup plus enclins à oublier si aucun incident fâcheux ne s'est produit. Mais en revanche, advenant le contraire, ça pourrait se passer autrement, n'est-ce pas? Effectivement, vous savez, si vous fermez la terrasse, premièrement, dans votre exemple, vous parlez d'un rassemblement. On n'a pas le droit d'en avoir, on n'a pas le droit d'être plus que 2 personnes. Même si les gens nous disent, oui, mais moi, je vais être dans un coin de la terrasse et l'autre va être dans l'autre coin. S'il en arrive un 3e, un 4e, qui a priorité? Alors, la terrasse, je pense qu'on la ferme malheureusement, que les gens aillent prendre une marche à l'extérieur, que les copropriétaires se promènent, prennent du soleil, c'est possible, mais les parties communes doivent être fermées. Et vous savez, ce que vous avez rappelé, c'est qu'effectivement, la nature humaine étant ce qu'elle est, les gens ne vous aimeront pas si vous êtes strict, mais ils vont vous aimer encore moins s'ils sont malades. Alors, je pense qu'on ne prend pas de chance et on s'assure peut-être d'être trop strict, mais de garder la santé et la sécurité des copropriétaires. Nathalie, dans vos immeubles, est-ce que des directives ont été données au regard de la ventilation? J'ai entendu des gens me dire, écoutez, il y a beaucoup d'aînés dans notre immeuble, il faudrait assurer une ventilation 24 heures sur 24, de sorte que les changements d'air se fassent en permanence. C'est le cas, vous semblez que c'est le cas. Nous, c'est le cas dans nos immeubles, les 2 immeubles auxquels je fais référence, les 2 plus gros immeubles que je gère. Alors, oui, effectivement, le système de ventilation est une priorité parce que, justement, on a beaucoup plus de fréquentation à l'intérieur de l'immeuble. Donc, c'est sûr que moi, j'ai fait inspecter ces équipements-là pour m'assurer qu'il n'y ait rien qui soit défectueux parce que je ne voulais pas qu'il y ait plus de propagation d'air vicié dans l'air pour contribuer de façon négative ça sentait pas bon. Là. Il y a des journées que ça sentait pas bon. Alors, j'ai demandé aux spécialistes de faire une ventilation complète de l'immeuble, des 2 immeubles en question, pour que ça puisse... oui, mais effectivement, c'est un système que je trouve qui est pertinent et de surtout ne pas bloquer ces systèmes-là ou les arrêter pour pas que... parce qu'il y a des gens qui se disaient ouais, mais là, on va laisser rentrer le virus de l'extérieur. Non, c'est un système de ventilation. C'est prévu pour... il y a des filtres, il y a toutes sortes de... Donc, ne pas bloquer. À ne pas bloquer. Ouais. David, un Ouais, mot sur le système de ventilation? J'ai appelé un ingénieur dans une grande compagnie de ventilation, climatisation, et j'ai posé des questions. Qu'est-ce que je dois dire à mes clients? Qu'est-ce qu'il faut optimiser, faire, pas faire? Donc, c'est un ingénieur chez la compagnie Navada que j'ai appelé. Il m'a dit, effectivement, vérifiez que tous vos systèmes communs sont fonctionnels, que les filtres, mais ce qui est déjà le cas lorsqu'il y a un entretien, sachant que tous les bâtiments ne font pas 20 étages ou 5 étages et qu'il y a des bâtiments sans système de ventilation. Donc, il a dit, assurez-vous que tout soit fonctionnel, qu'il n'y ait pas de sortie bouchée et dites aux gens d'aérer autant que possible, le maximum, leur condo en tout temps. Plus les gens vont aérer, plus l'air circule, plus c'est bénéfique. Voilà. Alors, on vient de franchir la première demi-heure. Donc, merci pour ces réponses éclairantes. Merci à vous 3. La deuxième portion de l'émission est consacrée à des questions posées par plusieurs internautes sur condolégal.com. Vous en posez des dizaines de questions. J'ai produit un recueil, j'ai colligé une dizaine d'entre elles
qui sont très pertinentes. Et je les pose à Maître Papineau, évidemment, parce que ce sont des questions, pour la plupart, à teneur légale, mais je demanderai à nos deux gestionnaires, en parallèle, peut-être de nous dire si dans leur copropriété, ces questions collent à leur réalité. Alors, la première question, Maître Papineau, et c'est pas moi qui pose les questions, n'est-ce pas? Ce sont les gens qui les posent. Alors, je veux acheter un condo, mais le syndicat de copropriétaires interdit les visites à cause du coronavirus. Est-ce qu'il est légal d'interdire ces visites, même si nous certifions prendre toutes les mesures de précaution nécessaires? Nous sommes des acheteurs sérieux, et il n'est pas question d'acheter sans au moins visiter le condo que nous convoitons. Vous savez, la question est très logique et très pertinente, mais malheureusement, la directive nous dit clairement qu'on ne peut pas avoir de visiteurs et qu'on ne peut avoir que les résidents. Alors, malheureusement, pour les vendeurs, les acheteurs et les courtiers en immeubles, c'est la norme, on ne peut pas avoir de visite. Et d'ailleurs, les courtiers en immeubles ont envoyé une directive à tous leurs membres à l'effet qu'il ne peut pas y avoir de visite. Est-ce que, David, ce genre de situation, vous l'avez vécu dans certains immeubles et comment avez-vous géré la chose? Honnêtement, on a des demandes, on a beaucoup de ventes qui se font maintenant, actuellement, soit des visites qui ont eu lieu avant la pandémie, soit des visites virtuelles qui ont abouti, mais les gens savent très bien que pour l'instant, il n'y a pas de visite, on n'a pas de problème là-dessus pour l'instant. On est mi-avril. La période critique arrive. Ça va arriver, ça va tomber. Pour l'instant, on n'a pas encore vécu. Mais la réponse sera celle fournie par Maître Papineau, qui est la réponse la plus évidente. Voilà. La réponse est sans équivoque. Nathalie, est-ce que vous avez vécu ce genre de situation et comment avez-vous géré la chose? Ben, nous, c'est comme David le mentionne, les ventes ont déjà eu lieu. Et puis, pour ce qui est des ventes qui sont à venir, ben, les agents d'immeubles ont toujours la possibilité de faire des visites virtuelles. Donc, on invite les gens à procéder de cette façon-là plutôt que de faire visiter les lieux sur place parce que c'est défendu de toute façon. Oui, OK. Alors, la deuxième question, Maître Papineau, pour se conformer à la loi 141, qui d'ailleurs, certaines des dispositions de la loi 141, on m'a informé ce matin que certaines dispositions du projet de loi 141 viennent d'être adoptées. Notamment, si je ne m'abuse, vous me corrigerez, Maître Papineau, la question du fonds d'auto-assurance obligatoire. Pour se conformer à la loi 141, à savoir la création d'un fonds d'auto-assurance, l'augmentation des frais de condo était prévue le 1er mai 2020. Il s'agit d'une augmentation de 16 % en raison de frais de condo, charges communes qui étaient vraiment trop bas. Est-ce que je peux, en tant qu'administratrice, reporter cette augmentation dans 6 mois afin de soulager certains copropriétaires qui ont temporairement perdu leur emploi, par exemple? Écoutez, effectivement, et je cherche, c'est pour ça qu'on me voit à peu près là, le règlement est sorti ce matin, a été publié ce matin dans la Gazette officielle du Québec. Et ce n'est pas en vigueur immédiatement, de toute façon. Si vous me permettez, je vais retrouver la date exacte, mais ce n'est pas tout de suite. Non. Et écoutez, ça me pose quand même certaines questions parce que le fonds d'auto-assurance, ça n'a même pas besoin d'exister dans le sens que nous avons, les syndicats ont des franchises, les syndicats doivent faire face à cette charge-là à un moment donné, qu'il y a un fonds d'auto-assurance ou pas. Et j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, moi, et nos deux amis gestionnaires nous diront, mais il fallait qu'il y ait une prévision, à tout le moins un minimum dans les budgets d'opération pour si on arrivait à ça. Alors, est-ce qu'on peut reporter? Oui, parce que la loi ne l'oblige pas immédiatement. Et pendant que mes deux amis vont répondre, je vais vous trouver la date de mise en vigueur. Je pense qu'il serait juste important de clarifier une chose pour nos auditeurs. Maître Papineau, je vais devoir vous solliciter encore, mais vous pouvez faire deux choses à la fois de toute façon.
c'est dans votre nature. Je pense que, vous me corrigez si je me trompe, je pense que l'adoption de la disposition du fonds d'auto-assurance, c'est une chose, mais l'entrée en vigueur, c'en est une autre. À partir du moment où c'est adopté, je pense qu'il y a un délai de 2 ans avant que ça entre en vigueur, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça? Je vais vous donner exactement la date parce que j'ai fait le tour ce matin et je peux vous dire que c'est assez extraordinaire, les rédacteurs de loi. Si les gens pensent que les avocats font tout en leur pouvoir pour mélanger les clients, c'est rien à côté de ceux qui rédigent le règlement. Vous allez voir, on nous dit ici l'article, le montant minimal de l'assurance responsabilité. On a établi 101 millions. Là, je comprends que je suis en l'air de la question. Mais là, on nous dit ça. Après ça, on nous dit que ça va rentrer en vigueur dans un certain délai. Mais à l'autre article d'après, on nous dit oui, mais malgré ce qui est écrit dans le paragraphe d'avant et malgré ce qui était prévu à la loi 141, la date ne sera pas ça. Mais pour une partie, par contre, du règlement, la nouvelle date sera. Alors, quand on parle le fonds d'auto-assurance, on parle de l'article 1071.1, on nous dit ce qui est la contribution minimale. On nous dit par la suite à l'article 6 que le règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle, ce qui veut dire le 30 avril. Mais, excusez-moi, mais dans le même article, on nous dit, toutefois, l'article 1 sur le montant d'assurance, lui va rentrer en vigueur une autre date. Les articles 3 et 4 vont arriver en autre date. Et l'article 2, qui est le fonds d'auto-assurance, lui va entrer en effet le 15 avril 2022. M. Papineau, si on avait à résumer pour que les gens nous comprennent bien, parce que c'est visiblement complexe comme littérature, vous diriez quoi pour que les gens comprennent quand est-ce que ça entre en vigueur, en fait? 15 avril 2022, suivant les dispositions de l'article 6 du règlement. Et il faut comprendre encore là qu'on parle de l'article 2 du règlement, donc 15 avril 2022. Et ce que le règlement nous dit aujourd'hui, c'est que on doit, en vertu de ça, avoir le fonds d'auto-assurance. On doit avoir, dépendamment de la capitalisation du fonds, on nous dit, lorsque la capitalisation du fonds d'auto-assurance est inférieure ou égale à la moitié, on doit contribuer la moitié de la franchise. Lorsqu'elle est supérieure à la moitié, on doit uniquement compléter. Et lorsqu'on est supérieur, il n'y a aucune contribution requise. Et il faut faire attention pour que ce soit en vigueur et conforme aux dispositions du règlement qui sont longues à énumérer. Mais on dit que on doit l'avoir dans 2 ans. OK, très bien. Alors, prochaine question. Un copropriétaire nous demande de faire venir un atelier mobile dans notre stationnement pour faire la permutation des pneus, là, des pneus d'été, pour changer les pneus d'hiver. Est-ce que légalement, il est permis de faire ça? Poser la question, c'est peut-être y répondre. M. Papineau, ensuite, je demanderai aux gestionnaires ce qu'ils en pensent, s'ils ont fait face à ce genre de situation. M. Papineau? C'est pas une mauvaise idée si on pense à être créatif, mais la question que je me pose, c'est pourquoi on les fait enlever. De toute façon, on va nulle part en auto, alors c'est pas très utile. J'ai entendu effectivement que les concessionnaires veulent être autorisés à ouvrir et certains ont déjà commencé. Est-ce que c'est dans l'esprit du règlement et des directives? Je ne crois pas. Je ne crois pas que de faire venir quelqu'un qui va être dans le stationnement où tout le monde va aller porter l'auto, tout le monde va se croiser, je ne crois pas que ça soit dans l'esprit du règlement et des directives. David, est-ce que vous avez je ne crois pas non plus. Des demandes de ce genre, non? Non, pas encore. Mais d'une part, je pense que les garagistes vont être autorisés à installer des pneus très bientôt. Deuxièmement, faire venir un atelier mobile, c'est une intervention externe non urgente. Je pense qu'elle n'est pas autorisée. Non. David, on vous entend un peu moins bien. Pourriez-vous vous rapprocher peut-être? Oui. Je pense que comme c'est une intervention externe non urgente, elle n'est pas autorisée. J'imagine, Nathalie, que vous êtes du même avis?
je supporte mes deux collègues et d'autant plus que le gouvernement Legault prédisait justement d'ouvrir certaines stations-service pour justement les changements en tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé à la télé. Alors, l'autre question concerne un immeuble où plusieurs aînés vivent. Des gens nous disent notre syndicat refuse de faire fonctionner le système de ventilation en permanence dans notre immeuble afin de créer une pression négative et par le fait même un changement d'air fréquent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils sont en droit de leur faire entendre raison et d'exiger que ce système de ventilation soit fonctionnel en 24 heures sur 24? Les bâtiments depuis 2001 qui ont sur le toit un système de pressurisation, un air make-up, doivent le faire fonctionner en tout temps. La règle, c'est que ça coûte pas cher en été, mais ça coûte très cher en hiver parce qu'on prend de l'air très froid et on le chauffe pour le faire entrer dans les couloirs. Or, beaucoup de syndicats auraient tendance à couper ou tout ou partie de la pressurisation la nuit en hiver pour économiser souvent beaucoup d'argent, mais c'est strictement interdit. Il est obligatoire d'avoir une pression positive dans les couloirs, ou au moins avoir des capteurs de pression qui pourraient être en relation avec l'air make-up, mais il est interdit en tout temps, et surtout actuellement, de faire des économies en coupant la pressurisation. Strictement interdit. Il faut qu'elle fonctionne en tout temps pour pressuriser les parties communes, donc les parties privatives. Donc, coronavirus, comme vous venez de le dire, coronavirus ou pas, c'est en vigueur depuis 2001. Là. Exactement. Mais il semble que plusieurs syndicats n'appliquent pas la règle. Oui, parce que, comme je vous dis, le ventilateur sur le toit, ça ne consomme rien. Mais les résistances en hiver qui chauffent la nuit de l'air à moins 30 pour le souffler à plus 15 dans les couloirs, ça peut coûter 20, 30, 40, 50, 100 000 $ juste ça. Et c'est ça que les gens veulent couper. Mais c'est strictement interdit. OK. Alors, l'autre question, dans l'immeuble, il y a une salle d'entraînement et plusieurs propriétaires continuent de s'entraîner pour le faire. De plus, les propriétaires entraîneuses donnent des cours à des clients en provenance de l'extérieur. Là, le problème, c'est que le syndicat est incapable de désactiver la carte à puce qui donne accès à cette salle d'entraînement. Donc, tout le monde peut y aller comme bon lui semble. En fait, la question que l'on pose, c'est est-ce que, j'imagine que oui, mais vous pourriez nous le dire dans vos mots, Maître Papineau, est-ce qu'on peut forcer le syndicat à prendre des mesures plus sévères afin d'assurer la protection de tous les occupants de l'immeuble? Moi, je vais me dire, je me questionne beaucoup sur la qualité de la gestion et la qualité des administrateurs qui ne sont pas capables de désactiver l'entrée. Je me pose beaucoup de questions sur la qualité du gestionnaire, des administrateurs qui tolèrent cette situation-là, et je me pose beaucoup de questions sur les copropriétaires qui y vont. Au pire, vous allez chez Rona, vous achetez un cadenas et un mécanisme de fermeture qui va coûter probablement 5 $, puis vous barrez la porte. Ça n'a aucun sens que la situation soit ça. C'est un danger, pas uniquement pour les gens qui y sont, c'est un danger pour les gens dans l'immeuble qui vont côtoyer ces gens-là et qui vont peut-être augmenter les chances que le virus circule dans l'immeuble. Effectivement. Nathalie, c'est une situation on ne peut plus claire, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ce que j'allais dire parce que moi, j'ai fermé les salles la première semaine que c'est arrivé. Puis oui, il y a eu beaucoup de gens qui étaient mécontents, mais c'est pour leur sécurité qu'on a fait ça. Puis, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, ben c'est impératif. Ils ne peuvent pas. Moi non plus, je ne comprends pas, Maître Papineau. Oui, on ne comprend pas la logique derrière. Comment? David. Et regardez, pour répondre à la question, oui. Déjà, advenant qu'un jour, on puisse prouver que le fait d'avoir laissé la porte ouverte du gym soit la cause directe ou indirecte d'une contamination, voire d'un décès, je pense que l'assurance administrateur ne couvrira absolument rien. Elle couvrira une négligence. Donc, c'est le b.a.-ba de l'administrateur. Il n'est pas protégé si quelque chose arrive, même indépendamment des règles et tout, et indépendamment de l'impact moral sur l'administrateur qui serait la cause d'un mal, même d'une hospitalisation ou de n'importe quoi, il ne serait plus couvert en responsabilité civile. Négligence.
Maître Papineau, est-ce que, pour donner suite à ce que David vient de dire, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il est facile, est-ce qu'il serait facile en la Cour de prouver en fait, de prouver le méfait, de prouver qu'un administrateur, par sa négligence d'avoir laissé une salle de gym ouverte, puisse euh, de prouver que, que cet administrateur est responsable de la transmission du coronavirus dans l'immeuble? Écoutez, facile, c'est un bien grand mot. Ce que la loi prévoit, c'est que pour qu'il y ait responsabilité, il faut qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait un dommage et il faut qu'il y ait un lien de causalité entre les deux. Donc, est-ce qu'il y a une faute? C'est clair. Est-ce qu'il y a un dommage? C'est clair. Mais est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est ce qu'il va falloir démontrer. Alors, est-ce qu'on va être en mesure de prouver que le virus a été pris ou on a été contaminé dans le gym? Évidemment, c'est moins facile si vous êtes allé faire l'épicerie, c'est moins facile si vous êtes allé travailler, mais si vous n'avez été que dans votre appartement, que dans les passages et qu'au gym pendant toute cette période, ça semble raisonnable que vous ayez attrapé le virus au gym ou dans les parties communes. À ce moment-là, on pourra faire la preuve. Mais il ne faut pas oublier qu'on doit faire une preuve prépondérante et non pas hors de tout doute raisonnable, mais une preuve prépondérante, c'est quand même pas simple à faire comme démonstration. Il resterait l'impact moral. Le savoir sans en avoir la preuve, il faut vivre avec ensuite. Il faut vivre avec personnellement, il faut justifier aux autres qu'un tel a été malade. Et puis les gens sans preuve pourront se dire celui-ci a été malade parce que le conseil a laissé la salle ouverte, même s'il n'y a pas de preuve. Mais il y aura la vindicte populaire là-dessus. Il faut faire très, très attention. La vindicte populaire, effectivement, comme vous dites. Oui, Nathalie? Ben, je voulais juste dire que oui, les gens, ils peuvent être mécontents qu'on les ferme, ces salles-là, mais par contre, ils vont être encore moins contents si jamais il y a quelqu'un qui meurt dans l'immeuble. Tu sais, ça, il faut le mentionner. Donc, c'est à prendre au sérieux, là, je ne crois pas que… Oui, tout à fait. David, vous avez entendu sûrement, comme bien d'autres, ou lu, que dans certaines copropriétés, des gens se sont butés à la porte close d'un gym et qui ont hurlé et qui ont fait tous les temps et qui ont dit on congédie le gestionnaire. Ça n'a pas de sens de m'interdire l'accès au gym. Il n'y a personne qui y va, il n'y a jamais personne, je suis tout seul. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Comme le gestionnaire agit toujours au nom du conseil d'administration, il suffit d'expliquer par A plus B que c'est une décision du conseil d'administration du syndicat que l'on reporte en tant que gestionnaire. Ce n'est pas le gestionnaire qui a l'obligation d'appliquer. Il doit informer, il doit agir, mais si le conseil ne veut pas, c'est là qu'il y aurait un problème. Moi, j'ai eu un cas où les administrateurs ne voulaient pas payer plus de temps de conciergerie, par exemple, pour nettoyer, pour désinfecter. Ils ont insisté, je leur ai dit que c'était obligatoire, je leur ai prouvé. Je leur ai envoyé à chacun une mise en demeure. Finalement, ils ont accepté. Mais je ne peux pas me substituer au conseil, pas dans le cas où j'ai un avis contraire de leur part. Mais quoi qu'il en soit, c'est réglé. Mais c'est sûr et certain que le gestionnaire est le messager. Et oui, les gens grognaient, mais à force d'explication, ça s'est bien passé. Honnêtement, ça s'est bien passé. OK. Donc, généralement, les gens sont raisonnables et ça se passe bien dans la grande majorité des cas. L'autre question, justement, en corrélation avec la précédente, la personne nous dit qu'elle se baigne dans la piscine, qu'elle va faire ses longueurs 2-3 fois par semaine et que c'est extrêmement important pour elle parce que c'est une personne du troisième âge et qu'elle souffre d'arthrite et que la natation lui fait du bien. Mais on lui interdit quand même l'accès à la piscine alors que la personne nous dit « Je suis toujours seul dans la piscine, il n'y a personne. » Maître Papineau. Il n'y a personne au moment où elle y va, mais il y a peut-être quelqu'un une demi-heure avant ou une demi-heure après, et c'est là le problème. Si elle veut sécuriser la piscine et qu'il n'y aura qu'elle qui ira pendant tout le temps du coronavirus, si elle veut désinfecter, barrer les portes, faire la surveillance, peut-être qu'on pourrait lui laisser, mais écoutez, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est rarement le cas que dans un immeuble, on a une piscine qui… Il n'y a jamais beaucoup de copropriétaires qui utilisent la piscine, mais c'est toujours au moins 2 et non pas juste une personne. La prochaine question s'adresse à nos 2 gestionnaires. Les travaux urgents là, à faire, habituellement, on les fait l'été, hein, quand c'est des travaux, par exemple, de toiture et autres. Bon, si j'ai bien compris, en tout cas, je vois dans vos informations qu'on pourrait
rouvrir l'industrie de la construction. Enfin, je ne présume de rien, mais le beau temps s'en vient, la fièvre arrive, qu'on le veuille ou non, quand même, ça joue dans les esprits de tout le monde. Est-ce que les gestionnaires qui ont le mandat par les administrateurs de planifier les travaux urgents à faire cet été, est-ce que vous avez commencé à lancer des coups de fil et est-ce que vous constatez que la liste d'attente commence à s'allonger déjà? David? David, oui. OK. Mais effectivement, bon, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui doit se faire au printemps 2020 est plus ou moins planifié depuis des mois. Donc, les soumissions sont faites, les bons de commande souvent sont faits, à part les travaux urgents qui peuvent se faire en tout temps, Oui, les travaux de ça, urgents oui. de conservation. Les Oui. autres, ça attend. Donc, les gens attendent parce que même ceux qui veulent installer par exemple, un balcon dépendent de leurs fournisseurs. Ceux qui doivent repeindre des couloirs attendent leurs fournisseurs de tapis, de moquettes, de peinture. Donc, en réalité, c'est une chaîne. Et on sait que les travaux non urgents ne sont pour l'instant pas autorisés. On essaie de remplir les carnets de commandes. On essaie de dire quand est-ce qu'on pourra le faire. On suit un peu les directives gouvernementales. Tout le monde attend que ça soit un peu décanté. Quand ça va être décanté, ça va pas redémarrer en 10 minutes. Il y aura des retards. Il y aura des chantiers qui ne pourront pas se faire. Il y aura, et ce que l'on veut éviter, et c'est ça un peu ce que disait le gouvernement, c'est que lors de la reprise de la construction de neuf recommence lundi, et ils disent on va rattraper le retard. Mais s'ils veulent rattraper le retard, ça sera au détriment de la qualité. Ça n'a aucun sens. Ils ne peuvent pas rattraper le retard. Donc, si on veut tout faire quand même, ça va être mal fait. Donc, il faut essayer de voir au mieux pour limiter les travaux non urgents, les décaler, espérer qu'on aura un automne un peu plus long, vivre d'espoir un petit peu. Mais pour l'instant, la logistique est prête, les gens sont avisés, on attend le feu vert et on commencera les travaux. Nathalie, quelques mots là-dessus? Ce que j'allais dire, c'est que justement, la gestion en copropriété, ça ne se planifie pas du jour au lendemain. Ça se planifie beaucoup de mois d'avance. Donc, oui, effectivement, il y a des choses qui ont été organisées avant le COVID. Tout ce que ça fait présentement, ce que moi je remarque que ça fait, c'est que les délais, au lieu de commencer le 1er mai, disons, ils vont commencer le 15 de mai. C'est comme mais pour tout. C'est pas juste pour les travaux non urgents, c'est pour tout ce qui est après se produire présentement. Maître Papineau? Vous savez, M. Sellier, cette mesure-là est assez extraordinaire. Le principe, c'est qu'on doit avoir une distanciation de 2 mètres. Les plombiers n'ont pas le droit de travailler seuls. Ils doivent ou être avec un autre plombier ou être avec un apprenti. Moi, j'ai hâte de voir comment ils vont poser un bain qui a 5 pieds en ayant une distanciation de 2 mètres. J'ai hâte de voir aussi comment ils vont faire pour transporter des produits, transporter de l'équipement. Est-ce qu'ils vont venir à 2 camions, un plombier dans chacun des camions? Alors, je n'ai pas lu la directive écrite que je cherche, mais j'ai hâte de la lire parce que même dans le 9, écoutez, ceux qui posent le gyps, s'ils ont des feuilles de 8 pieds, la distanciation est bonne. S'ils ont des feuilles qui vont poser sur la hauteur, la distanciation n'est pas bonne. Et ils vont tous venir dans leurs moyens de locomotion différents. Ils vont transporter comment? Alors, toute cette chose-là, oui, c'est beau de dire qu'on ne peut pas laisser les gens dehors au mois de juillet, mais qu'est-ce qui va arriver avec la propagation? Qu'est-ce qui va arriver avec les mesures d'hygiène? On va demander à ces gens-là de ne pas être proches les uns des autres, de se laver les mains, mais c'est justement, ce sont les plombiers qui vont installer l'eau. Il n'y a pas d'eau pour se laver les mains aux heures ou aux 2 heures. Ils vont être obligés de s'amener des petites boîtes de Wet Ones ou quelque chose. Disons que j'ai hâte de voir comment ça va se faire et j'ai surtout hâte de voir les conséquences au point de vue santé de ces mesures-là. Ça fait un peu penser à l'épicerie. À l'extérieur, les gens respectent dans la file d'attente la distanciation requise, mais une fois dans le magasin, c'est beaucoup plus difficile de faire régner cette discipline par la force des choses. Les gens, si vous voulez, comme vous dites, les plombiers doivent travailler ensemble, ils ne peuvent pas travailler à 5 pieds de distance chacun. Donc, c'est un peu cocasse comme situation. Donc, on verra comment les choses se dérouleront là-dessus. Une autre question,
la question posée est la suivante. Est-ce qu'il y a possibilité de faire parvenir un budget provisoire approuvé par le CA sans qu'il y ait une assemblée générale de copropriétaires? Les gens disent, les administrateurs en question disent, nous pourrions ainsi pallier un manque à gagner car nous avons reçu le renouvellement de la police d'assurance et le montant de la franchise a augmenté drastiquement. Alors, les gens qui doivent encaisser des charges supplémentaires de dernière minute ou par surprise, comment ils font s'ils ne peuvent pas faire d'assemblée générale en personne, Maître Papineau? Alors, M. Sallier, c'est une excellente question sur laquelle nous sommes présentement à travailler, Maître Gagnon, M. Jelker et moi. Et il y aura sûrement la semaine prochaine, là, notre bulletin pour cette semaine qui devrait sortir aujourd'hui ou demain est déjà prêt. Il y a des mesures faciles et qui sont pas tellement, on n'a pas besoin de beaucoup d'imagination. On peut tout simplement envoyer le nouveau budget aux copropriétaires en leur disant, écoutez, on ne peut pas tenir l'Assemblée. Il y aura éventuellement augmentation des charges. Donc, si vous voulez, vous pouvez contribuer immédiatement à augmenter votre cotisation. Vous pouvez, j'ai vu dans un syndicat où on a même des copropriétaires qui ont proposé de payer d'avance leurs charges communes pour les 6 prochains mois afin de donner de la liquidité au syndicat. Il faut arrêter de rêver et de penser qu'il y a des solutions magiques, mais il faut se servir de son gros jugement. Et c'est pas vrai que les copropriétaires ont besoin absolument d'une cotisation puis d'un avis. On pourra par la suite, lorsqu'on aura la possibilité de faire les assemblées de copropriétaires, on pourra le confirmer. Mais si on demande aux gens d'augmenter les cotisations pour payer l'assurance, je vois mal que les gens disent non, on ne le fera pas et on va empêcher le syndicat de s'assurer. L'autre possibilité qu'on a vue dans la déclaration de copropriété, dans la très grande majorité, le conseil d'administration a le pouvoir d'emprunter. Alors, est-ce qu'il peut emprunter dans une institution financière ou emprunter des différents copropriétaires? Encore là, il pourrait demander aux copropriétaires de leur avancer des fonds, payer des intérêts et ce montant-là servira à payer, comme vous dites, l'augmentation de prime d'assurance. Alors, 15h57, on a encore 2 minutes. Et oui, David. Il y a aussi la façon aussi logique de dire, le conseil, advenant qu'il n'augmente pas encore les charges, peut dire, payez-moi d'avance des mois dus plus tard. Par exemple, anticiper le paiement des charges sur le budget. Mais comme dit M. Papineau, il n'y a aucun problème à dire, voici le budget augmenté. C'est sûr, le syndicat ne pourra pas prendre de recours contre ceux qui ne veulent pas absolument payer l'augmentation. Beaucoup vont coopérer et on entérinera en assemblée générale. Il y a moyen effectivement d'anticiper des paiements. C'est assez facile dans le cas qui est présenté d'assurance dont la prime augmente drastiquement. Oui. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci à nos invités, Nathalie Curé, gestionnaire et fondatrice de gestion DMNC, Yves Papineau, LJT avocat émérite en droit de la copropriété, et David Ménassé, gestionnaire et président de Proprigestion. Merci à vous trois de vous être joints à ce panel fort intéressant et j'espère que les gens ont trouvé certaines réponses à leurs questions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il sera question du projet de loi 141 et de certaines mesures, là, M. Papineau, qui sont adoptées mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur. On va démêler tout ça la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous pourrez revoir cette émission webinaire en direct sur Facebook. Vous pourrez la voir sur Facebook de condolégal.com et sur le portail qui porte le même nom. Merci et à très bientôt, à la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir.